seront enregistrés dans les deux langues. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on a un panel, on a nos rapporteurs qui vont répondre et réagir à deux tours de questions. Et à la fin de chaque tour, vous auriez l'opportunité de euh, poser vos questions et de partager vos commentaires sur le chat box ou bien en levant votre main. Donc, n'hésitez pas à lever la main et à réagir à tout ce que vous entendrez. Donc, je vous rappelle encore qu'il y a la possibilité d'activer l'option sous-titres en bas de votre écran. Parfois, vous trouvez tout de suite l'icône. Parfois, vous avez trois points. Et si vous cliquez sur les trois points, vous pouvez choisir de activer la fonction sous-titres et qui vont suivre la langue parlée, donc ou bien le français ou l'anglais. Donc, bienvenue et merci encore une fois d'être ici avec nous. Et aujourd'hui, on va parler d'un argument assez complexe, c'est-à-dire la migration temporaire de main-d'œuvre qui n'a pas de définition claire et ponctuelle. On va commencer par sa définition au sens large. Et ensuite, on va toucher sur les différents types de politiques et de régimes de migration temporaire qui sont présentes dans les différentes régions. C'est de ça qu'on va discuter avec nos rapporteur et on va également parler des lacunes dans la protection des travailleurs migrants. Donc, je vais présenter maintenant nos rapporteurs dans l'ordre dans lequel ils vont parler aujourd'hui. Fabiola Mieres est un chercheur dans notre département de recherche de l'OIT dans l'unité des institutions du travail efficace. Fabiola était un expert technique au siège de Genève et qui était en charge de la gouvernance de migration de main-d'œuvre et des réfugiés. Il a un doctorat de l'Université de Manchester et dans plusieurs universités du monde, il a pu améliorer son expérience. Donc, merci d'être ici avec nous. Vous avez déjà eu l'occasion de voir Richard Horowitz, qui est notre Senior Migration Specialist pour les États arabes à Beyrouth et en tant que ça, il s'occupe de l'assistance technique dans la conception et la mise en œuvre de politiques et a travaillé également en Afrique et en Asie à notre siège de Genève. Il a plusieurs années d'expérience dans la formation et à l'Université de Leicester au Royaume-Uni et il a beaucoup publié concernant la migration de main-d'œuvre et les travailleurs migrants et a participé à la rédaction des politiques migratoires de l'Union européenne. Et nous avons également Aurelia Segatti, ILO Mobility Specialist pour l'Afrique et la Corne de l'Afrique en particulier. Elle a travaillé à La Réunion dans l'Institut des études politiques et à Johannesburg à l'Institut français de cette ville. Donc, elle a été directeur de l'Institut des études sur les migrations et le travail à Johannesburg. Et donc, nos panélistes sont là pour parler
de l'argument que je viens de mentionner. Donc, on va avoir deux tours de table et un particulier. On va commencer par poser des questions à nos panélistes. Donc, à Fabiola, je vais lui demander de nous donner une définition de la migration temporaire de main-d'œuvre. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Peut-être vous pouvez nous parler de la narration concernant la migration de main-d'œuvre et de comment cette narration a changé euh, au temps moderne. Et bien sûr, elle pourra mentionner le travail le plus récent de l'OIT sur cet argument. Merci, merci Mickey, merci à tous les participants d'être ici avec nous. J'espère pouvoir partager mon écran pour mieux montrer ce que j'avais prévu pour encadrer la question, parce que nous avons besoin de l'encadrer avant de rentrer dans le vif de cette question. Il faut comprendre que depuis la fondation de l'OIT, on parle de migration de main-d'œuvre, c'est inclus dans son mandat et dans ses activités aux quatre coins du monde. Et donc, la migration temporaire fait partie de cet argument. Par contre, je souhaiterais vous montrer comment la migration temporelle de main-d'œuvre a toujours été ancrée dans notre travail depuis le début, depuis la fondation de l'OIT. Donc, beaucoup du travail qui va être présenté aujourd'hui fait partie d'un rapport préparé pour une discussion de 2022, produit bien sûr pour notre organisme directeur. On est parti de la résolution de 2017 pour comprendre quels sont les défis et les opportunités de ce programme, pour comprendre comment il se manifeste aujourd'hui. Donc, le rapport et la relation cherchent de montrer toutes les nuances et les dimensions de ce programme à travers ce papier qui a été discuté par nos mandants pour continuer à discuter de la migration temporelle en particulier. Donc, ce papier, c'est le résultat de nos efforts de discussion qui a été regroupé dans un papier de l'un de nos auteurs, parce qu'il s'agit d'un débat qui dure pendant longtemps. Donc, il faut avoir, disons, un contexte historique lorsqu'on parle de discussion de migration de main-d'œuvre au sein de l'organisme directeur. Malheureusement, pour l'instant, le rapport n'est disponible qu'en anglais, mais on sait qu'on continue d'apprendre dans ce domaine tellement qu'il est impossible de tout capturer dans un seul rapport. Mais pour ce qui est d'une définition de la migration temporaire de main-d'œuvre, il faut comprendre que ces schémas sont ancrés sur le fait que au début des années 20 du 19e siècle, on a compris que le mouvement des personnes était devenu une réalité, bien sûr, à partir de l'expérience coloniale, par exemple l'expérience chinoise en Malaisie ou des Néerlandais dans les Indes. Donc, on a compris que à cause des échanges massifs de marchandises d'une partie à l'autre du monde, on avait besoin d'un apport massif de main-d'œuvre. Mais il fallait changer le système des marchés du travail. Donc, bien sûr,
on ne parlait pas de servitude ou d'esclavage, mais dans certains domaines, par exemple dans le BTP, on avait des situations qui étaient assez proches de l'esclavage. Euh, donc, ensuite, on avait bien sûr des contrats et cette relation contractuelle est, disons, l'aube des formes de travail contractuel qui se sont développées dans les relations d'emploi d'aujourd'hui. Bien sûr, la migration temporelle doit être définie pour comprendre qui est le migrant temporaire. Et là, on a plusieurs pistes de réflexion qui montrent la difficulté de définir le migrant temporel. Plusieurs instances ont cherché de le faire, par exemple l'Union européenne qui définit la migration temporelle en tant qu'une migration pour des raisons spécifiques avec une intention de revenir vers le pays d'origine après quelques mois. Mais plus récemment, l'OCDE l'a défini euh, dans la lumière de la possibilité de rester dans le pays parce que la migration temporelle donne l'opportunité aux migrants de rester dans le pays en gardant ses droits. Mais le migrant temporel, dans son statut initial, n'a pas la possibilité de rester dans ce pays sans un changement du statut. Donc, ça dépend des catégories de visa ou de permis de résidence. Et normalement, les permis de résidence ou de travail pour une migration temporaire ne sont pas renouvelables de la même manière que les visas ou les permis pour un migrant permanent. Donc, ceci dit, il faut comprendre comment ce type de migration se manifeste aujourd'hui. Et après l'analyse de ces programmes, on a retrouvé une typologie spécifique, c'est-à-dire on a regardé les différents types et catégories de visas dans les différents pays. Et on a vu qu'il y a des cas où la migration temporelle est basée sur des négociations bilatérales des pays intéressés. Les collègues qui sont avec moi aujourd'hui vont parler de migration circulaire et de programmes spécifiques, mais également l'existence de ces négociations bilatérales par des pays qui sont intéressés à mieux réglementer ces mouvements. Parfois, ces accords bilatéraux vont prendre forme, disons, dans un programme partagé ou parfois dans un programme unilatéral, comme c'est le cas des États-Unis. Donc, nous devons également regarder la différence de mouvement et de liberté de circulation dans les régions différentes du monde. Lorsqu'il existe des cadres de mouvement spécifiques dans une région comme l'Afrique ou l'Union européenne, on peut avoir des spécificités. Par exemple, les Européens peuvent recevoir leur contrat dans un pays et travailler dans un autre. Et bien sûr, cela crée des difficultés dans le futur en termes de respect des droits du travail. Ce n'est pas le cas à l'intérieur de l'Union européenne, bien sûr, mais lorsqu'on parle de frontaliers, par exemple, ou de travailleurs communautaires. Mais si on reste dans les catégories des visas, il y en a toute une panoplie. Par exemple, on a des visas pour des vacances, pour études, pour
déplacement décidé par une entreprise qui va déplacer ses employés. Donc, il y a plusieurs études sur les catégories de visa et c'est difficile de capturer ces différences dans des statistiques. Mais les pays d'origine ont utilisé les données des permis de résidence et de travail lorsqu'elles existent pour réglementer et pour donner les informations aux ressortissants de leur pays qui souhaitaient migrer pour travailler dans un certain domaine. Donc, si je regarde l'Australie, le Japon, les États-Unis et d'autres, historiquement, ces pays sont connus comme des pays d'immigration et tout cela répond à la question de Mickey qui me demandait de la narration qui est prédominante aujourd'hui. Bien sûr, tout cela change la perception des pays. Donc là, vous voyez deux graphiques concernant le Canada et les États-Unis. Donc, le graphique bleu vous montre le nombre d'entrées au Canada dans des formes de migration temporaire classiques, disons. Donc, dans un programme pour des travailleurs agricoles, par exemple. Et on a eu des retombées énormément négatives pour les travailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas changer d'employeur, n'auraient pas le droit de liberté d'association et de négociation collective. Et donc, si on regarde l'autre barre, c'est le programme temporaire, de migration temporaire nouveau et qui a été conçu pour les travailleurs encadrés sous des programmes d'échange, par exemple. Donc, c'est, disons, un passage vers une narration différente. Donc, pour abandonner l'idée des travails temporaires, des programmes de travail temporaire pour les migrants qui étaient issus après la Deuxième Guerre mondiale, pour des programmes qui sont plus attentifs à la protection du travail des travailleurs migrants. Ensuite, à droite, nous pouvons voir un graphique plus coloré avec les visas de travail temporaire non immigrants délivrés aux États-Unis. Et donc, je vais passer très rapidement sur cela, mais c'est pour montrer que dans la plupart des pays qui ont été capturés par les données sur les permis de l'OCDE, eh bien, les étudiants, par exemple, représentent une catégorie très importante de travailleurs temporaires. Et donc, ils n'ont pas souvent accès à tous les services sociaux par rapport aux autres travailleurs. Et donc, c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. Donc, dans cette migration temporaire, nous voyons beaucoup de différences de statut associées à différents droits. Et donc, ici, nous avons par exemple l'exemple de la Nouvelle-Zélande, mais cela peut s'appliquer à d'autres pays. Disons que le maximum auquel qu'on peut atteindre, c'est de devenir citoyen, donc avoir le droit de vote, avoir des droits permanents, avoir différents droits. Et puis ensuite, lorsque l'on descend, eh bien, nos droits deviennent de plus en plus limités parce que nous sommes dans des catégories qui sont d'une nature de plus en plus temporaire. Par exemple, les travailleurs saisonniers ont un visa limité.
Et ils ont des restrictions également par rapport à l'accès aux ressources sociales. Et donc, il y a différents statuts avec différents droits et il est très important de voir cela, de comprendre cela dans les programmes de migration temporaire parce que à l'OIT, nous sommes intéressés par la protection de ces personnes, mais parfois ces protections même sont limitées par la loi. Et lorsque l'on se questionne sur les déficits par rapport aux différents groupes de travailleurs, eh bien, c'est que l'on peut observer une dissonance entre la législation sur l'immigration, donc la possibilité d'entrer dans le pays, et ensuite la législation, le droit du travail. Il y a donc des dissonances entre ces deux aspects parce que dans, par exemple, le secteur de l'agriculture ou du travail domestique, certaines législations ne sont pas appliquées. Et donc, c'est pour cela qu'il y a des lacunes en matière de protection, une segmentation du marché du travail, un manque d'accès à la négociation collective. Et donc, ces droits-là sont importants pour protéger les travailleurs. Donc, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais mes collègues pourront sans doute compléter. Eh bien, merci Fabiola, merci pour cette vue d'ensemble très complète. Vous avez déjà soulevé certains des éléments que nous allons analyser au cours des prochaines parties de la session d'aujourd'hui, mais merci beaucoup d'avoir montré la situation de manière si efficace. Maintenant, je vais passer la parole à Richard en vous demandant par rapport aux normes internationales, comment les normes internationales du travail ont-elles abordé l'équilibre entre la souveraineté de l'État en matière de contrôle des migrations et les droits des travailleurs migrants temporaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cadre légal, du cadre juridique international? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickey, et bonjour à tous. Je vais partager uniquement deux diapositives. J'espère que vous pouvez les visualiser correctement. Donc, le point de départ à votre question est que nous devons vraiment voir les normes internationales de travail dans le contexte plus large du cadre international. Et donc, nous avons eu une session la semaine dernière sur la protection des travailleurs migrants. Et sur cette diapo, je montre ce que contient ce cadre, donc les normes internationales de travail, donc les principes fondamentaux et les droits fondamentaux au travail. Et puis, la Convention 97, la Convention 100 et d'autres conventions sur la protection des travailleurs et puis également les droits liés aux syndicats. Et puis, nous avons également des conventions contraignantes, notamment la Convention 97 et la Convention 143. Et puis également les autres normes de l'OIT qui sont pertinentes pour les travailleurs migrants. Et donc, ce sont des outils spécifiques qui sont intéressants également pour les migrants temporaires, les travailleurs migrants temporaires, notamment celles sur les agences pour l'emploi privé. Et donc, ce sont les normes, les standards, les normes internationales de travail. Et puis, nous avons également les instruments, les outils internationaux pour les droits de l'homme.
Donc, avec une attention aux principes de non-discrimination. Et puis, cela est très important lorsque l'on parle des travailleurs migrants et des travailleurs migrants en situation temporaire. Et puis, l'outil clé qui est particulièrement pertinent, dont on a parlé la semaine dernière, est la Convention des Nations Unies pour la protection des travailleurs migrants de 1990. Donc, en regardant tous ces outils, et là, j'ai résumé en quelque sorte ce que dit ce cadre lorsque l'on parle de migration de travail temporaire. Et Fabiola a déjà mentionné certains de ces points, mais le point principal, c'est qu'en principe, ces cadres s'appliquent à tous les travailleurs migrants, quel que soit, peu importe s'ils viennent du pays de destination pour un emploi permanent ou temporaire. Donc, des pays qui acceptent des personnes aussi bien pour une résidence permanente et donc qui peuvent ensuite devenir citoyens ou pas de ce pays, ou bien également pour des emplois temporaires. Et donc, dans ces cas-là, dans ces deux cas, les travailleurs migrants doivent être traités de la même manière lorsque l'on parle de droits fondamentaux et de droits du travail. Ensuite, dans la pratique, il y a une dissonance. C'est ce dont parlait Fabiola. Et un exemple de cela est souvent le niveau de compétence qui définit si une personne va venir de manière temporaire ou de manière permanente. Lorsque l'on regarde ces cadres, eh bien, il ne devrait pas y avoir de discrimination sur la base du niveau de compétence, mais dans la pratique, nous savons que les lois nationales, souvent, ont des mesures plus favorables pour ceux qui ont des compétences, parce que on fait souvent référence à cette compétition raciale des talents. Et donc, les travailleurs compétents ont souvent plus facilement accès à des statuts permanents. Et puis ensuite, ils ont ensuite le droit d'apporter leur famille en raison de leur niveau de salaire. Et également dans le cadre du GCC, nous entendons le traitement par rapport dans les pays du Golfe par rapport aux travailleurs ayant peu de compétences et peu ont la capacité d'apporter leurs membres de leur famille avec eux. Et donc, ce n'est qu'un exemple et il y a également des différences lorsque l'on parle du statut de résident. Il y a des distinctions que l'on peut faire qui sont acceptables entre les migrants temporaires et les migrants permanents. Et la Convention des Nations Unies traite la migration temporaire et des catégories comme les travailleurs saisonniers, mais également des travailleurs frontaliers, donc les travailleurs frontaliers qui viennent pour une semaine ou bien qui font des allers-retours. Et donc, il faut que cela soit pris en considération pour que ces travailleurs aient des statuts plus sûrs, plus permanents après une certaine période de temps. Et donc, cela est intéressant. Et ensuite, cela me mène à mon dernier point, notamment par rapport à ce que vous m'avez demandé, Mickey. Donc, ces cadres juridiques n'interfèrent pas avec la prérogative souveraine des États de déterminer leur politique d'immigration lorsque
lorsque l'on parle de l'admission. Et j'en ai parlé la semaine dernière, un pays peut décider s'il veut avoir zéro admission de travailleurs étrangers dans le marché du travail. La Convention n'interfère pas avec cette prérogative, mais se concentre principalement sur la migration lorsqu'il faut ensuite lorsque l'on parle également donc de la mission et de la question du retour. Lorsque l'on parle des travailleurs saisonniers dans la Convention des Nations Unies, il y a des considérations qui sont fournies dans ces normes pour permettre aux travailleurs temporaires d'avoir un statut plus sûr. Et enfin, un dernier point est pour dire que les deux instruments de l'OIT, donc l'instrument de l'OIT pour les travailleurs temporaires et les instruments des Nations Unies, montrent qu'il y a les accords bilatéraux sur la migration de main-d'œuvre qui peuvent être des accords contraignants ou non et qui sont utiles, auxquels on peut faire recours pour réguler le nombre de personnes, les questions d'emploi entre les deux pays. Et je pense qu'il est important de souligner, et cela est souligné davantage dans la Convention des Nations Unies, c'est que ces accords ne doivent pas se détacher des normes internationales du travail qui doivent être appliquées, qui doivent être suivies. Donc, ils ne doivent pas être en dessous de ces normes internationales pour les droits de l'homme et pour le travail. Et donc, la recommandation 86, qui est celle qui accompagne la Convention de 1945, numéro 97, et qui a été établie par différents gouvernements lorsqu'ils ont établi leurs propres accords ou leurs propres mémorandums d'entente. Et je pense que cela est pertinent lorsque l'on parle de comment gouverner ces migrations temporaires à travers des accords bilatéraux. Je vais m'arrêter là, Mickey, et évidemment, comme vous l'avez mentionné, nous pouvons ensuite revenir sur certains des points lors de la session questions-réponses. Merci. Merci, Richard, merci beaucoup. J'ai trouvé qu'il était très intéressant de voir le lien de des discussions de la semaine dernière avec ce que nous essayons de voir aujourd'hui et les implications lorsque l'on parle de migration temporaire. Et ensuite, votre dernier point sur les migrations, les accords bilatéraux est quelque chose de très intéressant. Et je vais poser ma prochaine question à Aurélia. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les rôles des accords bilatéraux et comment ils peuvent être améliorés pour tenir compte à la fois des objectifs de développement et de la protection sociale dans les pays d'origine et de destination? Et puis, quels sont les défis à relever en matière d'opérationnalisation et de mise en œuvre concrète? I think you are muted, sorry. Excusez-moi, merci beaucoup, Mickey. Vous m'entendez bien maintenant? Oui, oui, oui. Oui, donc je vais m'exprimer en français pour également qu'on prenne en considération l'ensemble de nos participants francophones. Mais bien sûr, toute question en anglais est absolument bienvenue. Alors, c'est une question qui est assez vaste et mon collègue Richard vient de rappeler effectivement un point de départ important qui est que est contenu dans la recommandation 86 de l'OIT sur les travailleurs migrants qui accompagne donc la Convention 97, un modèle d'accord bilatéral de main-d'œuvre qui effectivement sert à la fois de référence pour un certain nombre d'accords qui ont été passés dans le monde et puis je dirais peut-être plus largement même d'instruments de travail
pour l'élaboration de nouveaux accords, sans forcément être un canevas restrictif, mais qui est un point, je dirais, de repère. Je voudrais aussi signaler qu'il existe des lignes directrices qui ont été publiées beaucoup plus récemment, en 2020, et qui sont le fruit d'un travail conjoint entre l'OIT et l'OIM dans le cadre du réseau des Nations Unies pour la migration. Donc, je renvoie aussi tous les participants à ces instruments-là. Excusez-moi, les orientations 2022. Je pense que c'est disponible assez facilement, à la fois sur le site de l'OIT et d'autres sites. Mais si je voulais répondre pleinement à la question qui est posée, il s'agirait véritablement d'un travail de recherche assez poussé et assez approfondi. Alors, je renverrai là, pour le coup, aux travaux d'un ancien collègue de l'OIT, Piyasiri Vikramasekara, qui a fait une étude déjà très complète en 2015, et puis aux travaux ultérieurs qui ont été réalisés aussi par des collègues de l'OIT. Je pense notamment au travail qui a été fait par Jesse Mertens et un certain nombre d'autres qui ont véritablement regardé au niveau mondial l'ensemble des accords bilatéraux, qui les ont comparés selon des critères et qui tirent un ensemble de conclusions, notamment en termes de gap ou d'écart ou de manquement, sur lesquels je reviendrai peut-être un peu plus tard. Alors, je précise aussi que mon observation donc, se base sur ces travaux-là, mais de manière pratique et empirique, elle se base surtout sur l'observation de deux régimes migratoires sur la région Afrique. Bien sûr, même si j'ai une attention également portée sur les autres continents, Amérique latine, Asie, mais en particulier sur l'Afrique australe et sur l'autre grand régime migratoire, donc Afrique du Nord, Europe. Donc, je dis toujours que c'est important de regarder les choses dans une perspective historique, parce qu'on observe en matière d'accords bilatéraux de main-d'œuvre des fluctuations assez importantes à travers le temps pour servir bien sûr les besoins en main-d'œuvre qui sont changeants selon les périodes particulières traversées par les différents pays qui ressentent à un moment particulier des besoins de main-d'œuvre. Mais il faut aussi quand même se rappeler, surtout si on adopte une perspective historique, qu'il y a évidemment des relations très étroites avec les anciens empires coloniaux et des prolongements dans les périodes plus contemporaines de circuits d'approvisionnement en main-d'œuvre, de besoins dans certains secteurs, je pense notamment au secteur minier, que ce soit d'ailleurs vers l'Afrique australe, vers l'Europe, ou encore vers les plantations, l'économie de plantation dont parlait ma collègue Fabiola tout à l'heure dans son intervention. Donc c'est toujours important de bien se rappeler que la mise en place des accords bilatéraux de main-d'œuvre, ça répond à un moment donné aux besoins des États de réguler et de répondre aux attentes, notamment des employeurs en particulier en main-d'œuvre, mais aussi aux attentes de la part des organisations de travailleurs en termes de protection. Alors, une fois que j'ai dit tout cela, et sachant que tout cela mériterait région par région des sortes comment dire, de focus beaucoup plus approfondis, ce que je voudrais dire, c'est que on peut dégager sur la période plus récente euh, un moment on va dire, de multiplication des accords bilatéraux de main-d'œuvre dans la période d'après-guerre, où il y a de très forts besoins en reconstruction, notamment en Europe, mais pas seulement, et où il va y avoir une multiplication de ces accords dans les années notamment 60. Et c'est aussi parce qu'on est dans la période post-coloniale, où on se trouve dans une période où les empires coloniaux n'existent plus en tant que tels, mais où les anciennes métropoles coloniales vont avoir de très forts besoins qu'elles ne peuvent plus, je dirais, assouvir directement et pour lesquels ils vont avoir besoin de nouvelles formes réglementaires et de nouveaux cadres légaux. Donc ceci va véritablement structurer et donner forme aux accords qu'on voit émerger dans les années 60, mais qui vont connaître en quelque sorte un coup d'arrêt
avec la première crise pétrolière qui va évidemment mettre un certain nombre de restrictions à des formes de mobilité qui étaient parvenues aussi à obtenir un certain nombre de droits, notamment en matière de regroupement familial. Donc on s'achemine vers les années 90, où à ce moment-là, on est à partir des années, fin des années 70, 80, 90, on est plus dans des périodes de restriction, même si les besoins vont perdurer. Et puis on voit au tournant des années 2000, 2010, et très fortement, avec évidemment une période de césure au moment de la Covid, mais assez fortement après le redémarrage post-Covid, à l'heure actuelle, sur certaines régions, donc on l'a beaucoup vu par exemple entre un certain nombre de pays d'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique et les pays du Golfe dans les années, dès les années, je dirais même 2000, 2000, les années 2010, une multiplication des accords. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour la zone, par exemple, Afrique du Nord, Europe, on voit à nouveau un regain, une multiplication de ces accords dans la période, je dirais de la fin des années 2000 et durant toute la période qui va suivre, jusqu'à la période actuelle, avec évidemment des degrés différents de recours aux accords bilatéraux. Et puis, une particularité, et c'est ce que je voudrais mettre, vraiment ce sur quoi je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est que selon les régions que l'on va considérer, ces accords bilatéraux de main-d'œuvre vont être plus ou moins accompagnés de conventions de sécurité sociale, de conventions bilatérales, ou parfois multilatérales, mais je vais plutôt me concentrer sur les conventions bilatérales de sécurité sociale, qui vont, elles, véritablement émerger dans des régions spécifiques, notamment l'Europe, avec donc les pays avec lesquels elle va conclure des accords bilatéraux dès la période post-Seconde Guerre mondiale, parfois même dans des périodes antérieures, mais si on se focalise uniquement sur cette période, qui va être vraiment la particularité de ce régime migratoire. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi je pense que c'est particulièrement important. Ça ne se produit pas dans d'autres régions du monde. Évidemment, ça ne se produit pas en Afrique australe. Ça se produit pas du tout de cette manière et même une absence d'accord de protection sociale vers les pays du Golfe. Et donc, on est dans une situation où l'impact en termes de développement des accords bilatéraux va être très largement conditionné par l'existence ou non de conventions bilatérales de sécurité sociale et de leur mise en œuvre. Et donc ça, c'est un indice, un indicateur que j'inviterai tous les participants à observer avec beaucoup d'attention. Alors, si l'on fait un petit peu vous me demandiez le bilan des manquements et des difficultés qu'on observe, j'en parlerai peut-être un peu plus tard dans le second round de manière plus approfondie, en insistant sur les dimensions opérationnelles et sur les pistes d'amélioration qu'on peut voir. Mais si là, je me borne vraiment aux défis qu'on rencontre encore sur la mise en œuvre des accords bilatéraux de main-d'œuvre dans les régions où on a 30, 40 ans de recul sur la mise en œuvre de ces accords et où on a aujourd'hui encore de nouveaux accords qui émergent ou bien des amendements à des accords, des améliorations d'accords. La première chose, je crois qu'il faut dire, c'est qu'il demeure une grande opacité. Les accords bilatéraux de main-d'œuvre sont des instruments, je crois que mon collègue Richard a insisté sur cet aspect qui relève de la souveraineté des États dans les relations internationales bilatérales qu'elles entretiennent avec d'autres États. Ce sont encore des accords sur lesquels nous n'avons pas toutes les informations. Cette dimension reste encore très, très prégnante dans la majorité des accords qu'on peut observer. Il y a aussi une dimension, on va dire, très protocolaire. Il y a toute une dimension de la mise en œuvre des accords qui relève encore très largement des ministères des Affaires étrangères. Et là, il y a parfois encore très souvent un hiatus entre ministère des Affaires étrangères et ministère en particulier de l'Emploi ou des Affaires sociales dans certains pays, où on voit une capacité en fait de gestion technique de ces accords qui va être très limitée, avec encore
encore trop peu de postes d'attachés de migration de main-d'œuvre, on dit en anglais labor attachés, qui existent pour la véritable mise en œuvre. Donc, du texte à sa mise en œuvre, il y a souvent un gouffre. Et il y a souvent aussi le test de réalité opérationnelle, qui est qu'on espère au niveau des gouvernements euh, réguler, encadrer grâce à un accord bilatéral, mais que pour le faire réellement, il faut évidemment se donner des moyens considérables de mise en œuvre. Et donc aussi toute la question du financement de ces accords bilatéraux de main-d'œuvre, sans même parler d'une culture, je dirais, basée sur le résultat, comme dans toute autre politique publique, finalement, cette dimension est encore très très loin d'être appliquée, en tout cas dans les régions sur lesquelles nous travaillons. Et puis, je ne pourrais pas terminer, il y aura beaucoup de choses encore à dire, mais sans vouloir être trop longue, sans mentionner bien sûr le fait qui nous préoccupe particulièrement au niveau de l'OIT, qui est que le degré d'inclusion des partenaires sociaux dans ces accords est encore beaucoup trop faible. Il est très limité, il est même inexistant dans un bon nombre d'accords. Et ça pose des problèmes à plusieurs niveaux sur lesquels je reviendrai peut-être dans un deuxième moment. Ça pose des problèmes de protection, bien sûr, des droits des travailleurs, mais même au départ, ça pose des problèmes essentiels de compréhension des dynamiques des marchés du travail. Parce que finalement, un accord bilatéral de main-d'œuvre, c'est parvenir à faire dialoguer deux marchés du travail d'une manière efficiente en prenant en considération les problématiques d'anticipation des besoins en compétences. Et si ceci n'est pas fait d'employeur à employeur, d'organisation de travailleurs à organisation de travailleurs, avec la connaissance fine bien souvent des fédérations sectorielles, eh bien on reste vraiment dans des dimensions très très théoriques et dont on sait que la mise en œuvre posera de nombreux problèmes. Et donc je m'arrête là, mais je reviendrai, je pense, peut-être un peu plus tard sur la dimension de l'opérationnalisation de ce que l'on peut envisager d'améliorer dans le contexte actuel. Thank you so much, Aurelia. I'll just be a little Merci, slow when coming merci into allow the Aurélia. interpreters to also catch up. But J'attends thank you so un much petit moment. for the overview that you gave, the historical Pour evolution, for revoir sharing also additional votre resources that I've seen in the chat and intervention. the ones Donc, that have je posted regarde most également recently les included commentaires. Donc, ne vous inquiétez pas shortly, parce and que les especially also for ressources this et les last point that matériaux you seront raised tous about the role of social disponibles. partners, which is Mais je something that I would reviens like au dernier point in auquel vous the avez continuation of our touché, donc la discussion to présence perhaps des partenaires investigate a little sociaux bit à more la about table des what is négociations de but ces before accords we move into bilatéraux the qui second devra round être of questions, exploré I would like to encore. see Donc, if on there rentre are any maintenant questions or dans reactions le or deuxième comments tour from our colleagues de joining questions. us Mais avant de online. faire So ça, je this demanderai is aux collègues et aux an invitation that participants I'm extending to our de participants. If you do have poster any leurs commentaires ou poser leurs feedback, questions any reactions, any dans questions, if you'd le like to chat ask, any box ou bien clarifications that you would de need, lever la main si vous please take souhaitez advantage of prendre the chance la that parole. you have Donc, today of being c'est online maintenant with le bon our moment de le speakers. We faire can avant de convert passer and answer euh, your questions, au your clarifications, deuxième tour de or questions share et your comments. I see il that we have faudrait en one raised profiter parce hand. que nous avons Monsieur nos Akla. panélistes avec nous aujourd'hui. Donc, je vois Akla qui lève la main. S'il vous plaît, vous avez la parole. Et merci beaucoup, Madame Kela. Merci à tous les panélistes. Euh, Ma question s'adresse d'abord à Monsieur Richard, parce que j'ai pu entendre dans sa présentation que les compétences des travailleurs migrants, voire leur talent, peut influer sur le statut de migration. Est-ce que, compte tenu des compétences d'un travailleur migrant temporaire, cette migration temporaire peut se convertir en une migration définitive de main-d'œuvre? Ma seconde question va s'adresser à Madame Aurélia, parce que j'ai pu entendre également que l'apport des partenaires sociaux dans la signature des accords, ou bien oui, dans les accords bilatéraux de main-d'œuvre est très faible.
qu'est-ce qui peut expliquer cette faiblesse-là, ce faible apport des partenaires sociaux dans la construction de ces accords? Merci. Thank you. Richard, perhaps because the first part of the question was directed to you, I'll let you start and D'accord, then donc Richard, Vous pouvez prendre la parole en premier et ensuite on laisse la parole à Aurélia. Et nous avons également une question dans le chat, mais si vous êtes d'accord, je vous laisse la parole pour réagir tout de suite à la première question. Richard, vous avez la parole. Thank you, Mickey, and thank you for that question, Merci, Akla. merci, Look, I Mickey, mean, a merci, lot really Akla. when we talk about the, Donc, and lorsqu'on I talk about the parle sovereign prerogative of states in the de context la of decisions around prérogative admission de la into the décision country, right? souveraine des And pays the de earlier point I was accepter making les when it comes migrants to ou pas. temporary, let's say temporary versus Ça, permanent c'est bien migration, valable and this même was a lorsqu'on general point that parle wasn't de specific to any migration country's immigration temporaire. policy, because of Donc, course they differ, les politiques is that in migratoires sont general différentes, terms, mais en général, les when pays ont countries la allow souveraineté entre for leurs mains. Et donc, permanent migration lorsque and les afford permanent pays residence, donnent which is l'autorisation not the d'une case résidence globally, right? I mean, in temporaire the region I'm in the Arab aux States, migrants, in ça the pourrait être une GCC, exception. On ne le voit pas dans even toutes though les régions du those with monde, en skills, effet. so-called Mais même expats, have les more favorable migrants les treatment. plus It's experts very et difficult donc for them qui to pourraient jouir get permanent residence in these d'un countries, right? traitement, I mean, there are things like the disons, golden favorisé, visa now in the UAE, n'auraient which sort pas of la facilitates possibilité de more secure or transformer longer leur term permis residence. But de generally speaking, these travail de countries do not temporaire à have permanent permanent parce que immigration c'est systems ça in comparison to qui arrive countries dans la like plupart Canada, des the cas, même US, pour and New Zealand, Australia, migrants, right? les travailleurs migrants les And plus so experts. Donc, je parle that's a également point. So des it États-Unis, de differs l'Australie et des depending on the autres. country Donc, bien sûr, les concerned, situations even when changent it comes to the selon admission le of pays, those même with lorsqu'on skills, parle right? de And certainly, l'autorisation à la migration it is temporaire pour possible, certaines and some countries do, compétences. you Mais know, allow for this, for those who are admitted on a temporary les basis, pays qui vont to admettre, qui vont autoriser be la able to permanence temporaire access de permanent or more secure migrants residence after a certain period of time. This usually ne applies donnent to pas those with skills or la more skills, but it certitude can also à apply to 100% lower skilled que, or disons, lower ce wage séjour workers, temporaire right? pourra Even devenir seasonal workers permanent. in some contexts. And I On peut understand avoir that, la and Aurelia, possibilité de correct le me if I'm faire, wrong, because you même know pour les travailleurs you saisonniers. know Et bien sûr, the Aurélia corridor between North Africa and va Southern Europe, but me corriger. Spain, Il y for a des example, did afford, I think, seasonal corridors de workers who had come migration on like entre l'Espagne, for le 4 Maroc consecutive peut-être, ou years la to France gain et more l'Afrique secure du status. Nord. I don't know Donc whether that après still plusieurs applies or années, on not, pourrait avoir la but possibilité de that's transformer just one cette example I can migration think of temporaire off dans the une top of my head. migration And the other point, Mickey, permanente, and I just mais wanted, because there was a question in the on ne peut chat pas le donner pour from our acquis. colleague Ça Eric, dépend and I noticed that du he's left pays and he's going to return et to j'ai listen to the vu video. Eric I was qui actually est going to ask revenu him if he could kind of et elaborate a little bit, but je the point I wanted to make, souhaitais when we talk demander about à the Eric de sovereign prerogative of prendre states la with regard to parole admission, okay, concernant this does not l'admission. mean, of Et l'admission, course, that l'autorisation aux discrimination in the migrants context de of rester, admission c'est entre les is mains permissible, du right? pays. Donc, Whether it's on the basis of race or bien other sûr, il ne faut so-called pas avoir prohibited des grounds of discriminations, ça c'est discrimination. interdit. Of Euh, course, in mais practice, that may dans not la be the pratique, ça case c'est in la many théorie. countries, but Dans la so there pratique, are some les choses limitations when it pourraient comes to admission. changer. Il Also, existe if, for des example, restrictions, des we're limitations, par dealing exemple, with refugees au cas who des are réfugiés seeking protection, right? And they should et not be des recalled chercheurs et des demandeurs or de subject to refoulement. protection So I qui think pourraient that's être important assujettis because au when I was talking about refoulement. sovereign prerogative in Mais the context of lorsque je admission, parle des obviously we talk prérogatives about
de souveraineté, on parle toujours de l'absence de pratiques discriminatoires dans la théorie, je répète. Donc, j'espère avoir pu répondre à cela et si vous souhaitez plusieurs approfondissements, je vais les poster. Merci, parce que la question de la souveraineté des États doit toujours être clarifiée, parce qu'un autre collègue nous dit que même si les panélistes et les rapporteurs sont différents, on peut arriver, disons, à construire un cadre unique. Et ce qui revient au fur et à mesure qu'on discute, c'est vraiment la souveraineté des États. Mais pourquoi on a un cadre réglementaire international si ensuite les États peuvent, disons, contourner ce type de réglementation? You're muted, sorry. Sorry, Mickey, can you just repeat the last part of this? J'ai besoin, Mickey, que vous allez répéter So, la dernière partie de la question, parce que j'étais un petit peu perdue. Donc, le collègue nous dit que c'est clair, il existe un cadre réglementaire international, mais malheureusement, ce cadre international réglementaire qui est, disons, d'une certaine manière contourné par les États à cause de la souveraineté. Donc, je demanderai une clarification sur ce point. Merci. You're muted, Richard, sorry. Vous avez So when we talk about encore le micro éteint. international law, D'accord. right, international Donc, law, nous avons bien sûr un cadre réglementaire international et l'un des principes, disons, de fond de droit international, c'est vraiment la souveraineté des pays. Je sais que ça pourrait créer des frustrations, mais on pourrait jamais négliger ce passage. Donc, on pourrait jamais imposer aux États de renoncer à leur souveraineté sur la base d'un argument différent. Bien sûr, il y a des limitations du cadre réglementaire international, mais lorsqu'on parle de migration, ce principe signifie, le principe de souveraineté signifie que les États sont libres de décider qui va rentrer dans leur territoire sur la base de certains paramètres qui, par contre, ne doivent pas être discriminatoires. Il y a été un moment de débat dans l'Union européenne qui demandait une révision de non-discrimination dans la réglementation du contrôle des frontières externes. Donc, on l'a fait et on a longuement débattu parce que il n'y avait pas une harmonisation, disons, de vision par tous les pays. Lorsqu'on parle également du principe de refoulement et d'autres principes fondamentaux. Donc, il faut faire une distinction entre cadre réglementaire international au sens large et qui est, disons, sous pression énorme aujourd'hui, et les prérogatives spécifiques du pays. Thank you, Richard, for this important distinction. Merci, Richard, pour cette distinction importante. Il y avait un autre élément dans la question qui était adressée à Aurélia, donc sur la participation des partenaires sociaux dans les accords. Je continue en français. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui expliquent en fait cette faible participation des partenaires sociaux.
D'abord, je pense qu'il y a toujours un degré de politisation des dossiers migratoires, même quand on parle d'accords bilatéraux de main-d'œuvre, euh, qui reste très dominé par une culture sécuritaire et par les ministères, comme on le dit en français, régaliens, notamment les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Et puis même en termes de financement, on voit très bien que ce soit sur la façade américaine, donc Amérique centrale, Amérique États-Unis, ou bien la façade Afrique du Nord, reste de l'Afrique d'ailleurs, et Europe au niveau de la Méditerranée. On est sur des financements de manière générale sur la migration qui sont ultra dominés par le renforcement des aspects sécuritaires. Quand bien même les besoins en main-d'œuvre, par exemple, en raison du déclin démographique européen, sont aujourd'hui de plus en plus accentués, s'affirment. Dans le chapitre de l'ouvrage qu'on a publié, j'ai fourni un certain nombre de chiffres sur cette dimension en particulier, mais malgré cela, ce qui domine, c'est une approche sécuritaire. Et donc, dans une approche sécuritaire, historiquement, traditionnellement, ce n'est pas le périmètre dans lequel on conçoit, au niveau de la majorité des gouvernements, le dialogue social. Et donc la présence des partenaires sociaux n'est pas envisagée facilement. Alors on observe quand même des changements à l'heure actuelle, particulièrement dans les nouvelles approches en termes de partenariat pour la mobilité des compétences, où là, l'accent est beaucoup plus fortement mis sur la circulation des compétences, pas forcément entendues dans le sens des personnes très qualifiées, hein, mais avec des corridors facilités sur la base de besoins sectoriels clairement identifiés. Et là, dans ce type d'approche, qui donne lieu d'ailleurs ou pas forcément à des accords bilatéraux dédiés, mais qui donne lieu à des appuis à une mobilité temporaire, largement temporaire. On observe une approche qui va être plus ouverte à la présence des partenaires sociaux, ne serait-ce que parce que nous, en tant qu'OIT, on essaye de le promouvoir dans bon nombre d'endroits, mais aussi parce que l'accent sectoriel fait que là, il y a une reconnaissance peut-être plus aisée du fait qu'on est dans des discussions techniques et qu'on va rechercher la connaissance fine sectorielle, aussi bien du côté employeur que du côté travailleur. Mais ça reste encore trop limité et trop timide. Et puis, je dirais que le dernier l'une des difficultés, l'un des derniers défis, en fait, par rapport à l'inclusion des partenaires sociaux, c'est aussi lié à la faiblesse des accords bilatéraux syndicaux, par exemple. Et même, je dirais, bien sûr qu'il existe les organisations mondiales, régionales, etc., d'employeurs, mais si on regarde les grands corridors migratoires, il y a des relations, particulièrement cette fois-ci du côté des travailleurs, encore trop faiblement formalisées. Donc là où on aurait pu s'attendre, par exemple, entre le Maroc et l'Espagne, entre la Tunisie et l'Italie, à des relations très étroites, parce que historiquement, il y a des flux qui sont très importants et d'ailleurs à l'heure actuelle qui vont croissant sur ces dernières années, notamment sur les migrations temporaires, saisonnières, agricoles particulièrement. On ne voit pas encore, on sait qu'il y a des relations intersyndicales, bien sûr, mais il n'y a pas encore d'accord fonctionnel qui véritablement mettent en place des continuums de protection qui seraient amenés à réagir très rapidement dans les situations de négociation, renégociation d'accords de main-d'œuvre ou dans les situations de besoin d'amélioration des conventions bilatérales de sécurité sociale. Donc, il y a encore tout un travail à faire sur ce plan-là. Et évidemment, ce travail sur les accords bilatéraux syndicaux, il doit aussi se faire par un renforcement de la capacité des membres de ces différentes organisations pour que les gens se spécialisent. Mais j'ose croire que c'est ce que vous êtes en train de faire à travers ces académies pour un bon nombre d'entre vous.
Thank you, Aurelia. There's a colleague that has Merci his beaucoup, hand raised. Aurélia. I'll Nous ask you avons to un wait collègue just 1 qui a minute la main because there's levée, a mais je vais point vous being demander raised in d'attendre the une chat, toute and I see that petite Fabiola has minute responded directly in the parce chat, que but I je was vois qu'il wondering y if you avait could un say a point few qui a words été as well, soulevé so that it can be captured le, in the dans le chat interpretation on et how we can look at concernant active comment nous immigration through a pouvons South lens. équilibrer les accords bilatéraux entre les pays développés et ceux en voie de développement pour mieux protéger les travailleurs migrants qui travaillent dans les pays moins développés. Eh bien, nous avons trouvé qu'il y avait vraiment un biais entre les travailleurs, avec les travailleurs temporaires. Et puis, nous avons considéré qu'il y avait également des développements d'outils pour perfectionner les visas, perfectionner certains modèles. Mais à la fois, les migrations temporaires sont un phénomène que nous constatons et nous voyons également qu'il y a des nouveaux schémas, des nouveaux modèles pour la mobilité et nous devons comprendre davantage le discours des transferts de fonds. Donc, lorsque l'on regarde la perspective du pays d'origine, eh bien, nous voyons que les migrants, comment les migrants ou les pays bénéficient de cela. Cela signifie comprendre le développement de manière très limitée à travers les transferts de fonds notamment. Et disons que à l'avenir, nous avons l'intention d'engager des migrations régionales, des migrations sud-sud et les dimensions différentes dans lesquelles les différents pays adoptent ces modalités de temporarité. Moi, je travaille beaucoup avec le Chili et donc il y a eu des révisions des politiques migratoires et ils ont essayé d'appliquer le modèle des visas au Canada, par exemple. Et donc, pour les travailleurs saisonniers boliviens qui voulaient travailler dans le domaine de la culture, de la récolte d'oignons, eh bien, nous, à l'OIT, nous avons dû apprendre quels étaient les écarts, les lacunes en termes de protection. Et nous avons essayé de trouver les moyens d'éviter de répéter des situations qui mettent les travailleurs dans des situations vulnérables. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à notre collègue qui a patiemment attendu de pouvoir poser sa question. Bonjour, merci beaucoup. Je suis Cédric Tamboué de la République démocratique du Congo. Malheureusement, à chaque fois, il y a toujours mon nom qui s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais commencer par dire merci à Julia. Ça fait toujours plaisir d'entendre quelqu'un qui parle directement en français. C'est très agréable de passer par les interprètes. Euh, Ma question est la suivante. Elle a parlé de l'opacité dans les accords bilatéraux. Alors, nous savons tous que l'inclusion des dispositions relatives au travail, à la protection sociale dans les accords bilatéraux et multilatéraux d'ailleurs sur l'immigration de main-d'œuvre est essentielle pour garantir des résultats de migration sûrs, ordonnés, équitables et réguliers. Ça, c'est le principe. Alors, j'aimerais juste savoir à quel degré se situe cette opacité-là sur ces accords et aussi, est-ce qu'il y a-t-il moyen de les rendre limpides? Voilà un peu ma question. Merci beaucoup. Thank you, Aurelia. I think my screen froze for a second, so I may have missed a little bit. Alors, j'ai perdu sans doute une partie de la question. Aurélia, je vous Merci laisse beaucoup, répondre. monsieur. Non, la question était très claire pour moi, pas de problème. Oui, c'est la différence entre la théorie et la réalité.
il y a des données très, très précises hein, sur ces écarts et entre les normes internationales et notamment le checklist que nous avons développé, la recommandation 86 et son modèle d'accord en annexe, et puis les accords existants sur lesquels nous avons pu travailler et que nous avons pu obtenir. Mais il faut aussi dire, et c'est aussi pour ça que je parle d'opacité, qu'il y a beaucoup d'accords dont on connaît l'existence, qui sont listés par exemple sur les sites de certains ministères des Affaires étrangères, etc., mais dont nous, par exemple, en tant qu'organisation internationale, nous n'avons jamais pu avoir de copie. Donc parfois il y a des consultations, parfois il y a des demandes d'appui technique, parfois ça se passe très bien, de manière très structurée, très officielle, très formelle, et nos spécialistes font des commentaires en bonne et due forme et essayent par tous les moyens de renforcer l'accord pour qu'il soit le plus aligné possible sur les normes internationales, tout en prenant en considération le contexte spécifique du corridor considéré entre les deux pays. Mais dans bien des cas, nous ne fournissons que des conseils généraux parce que nous n'avons pas, je dirais, de prise sur le processus lui-même. Et beaucoup de choses aussi changent parfois à la dernière minute, derrière des portes closes, au moment des négociations finales de ces accords. Donc, c'est pour ça que je parle d'opacité, parce qu'il y a encore beaucoup de cas dans lesquels il est difficile même de se faire une opinion sur la teneur même de l'accord, parce qu'on n'a pas accès au texte intégral. Donc ça, c'est un fait, et je pense que plus, à mon avis, les mandants, plus les différents acteurs qui peuvent jouer un rôle à un moment donné, ou même les médias, connaissent les normes internationales sur ces questions des accords bilatéraux, plus ils peuvent interroger les processus, plus ils peuvent demander, ou simplement en tant que citoyens ou parlementaires, ou dans les rôles respectifs, à avoir un droit de regard sur ces accords qui vont ensuite conditionner la mobilité internationale en général d'effectifs assez importants de travailleurs. Alors, comment les rendre plus transparents? Je crois vraiment que c'est en exerçant ce droit de regard, qu'il soit citoyen, qu'il soit parlementaire, qu'il soit celui des partenaires sociaux, c'est celui des médias, comme je le disais. C'est vraiment en essayant d'exiger ce droit de regard. Et aussi, je crois vraiment, parce que je pense pas qu'il faille y aller toujours de manière frontale et en le rapport de force cher aux partenaires sociaux est quelque chose d'important, mais il y a aussi une éducation qui doit se faire, hein, parfois des gouvernants, pour faire progressivement vraiment beaucoup plus sortir ces questions d'accords bilatéraux de la sphère sécuritaire, diplomatique et ultra politisée, dans laquelle malheureusement on voit que ça se trouve très souvent, et de faire glisser les choses beaucoup plus vers la dimension technique et les questions propres au marché du travail, parce qu'on est vraiment sur des questions du marché du travail. Et donc, il faut que les techniciens du marché du travail puissent s'exprimer, qu'ils soient des spécialistes de formation professionnelle, qu'ils soient des spécialistes d'analyse du marché du travail, de planification des besoins en compétences, que ce soit des collègues aussi spécialistes des conditions de travail, de l'inspection, etc. Il faut que tous ces acteurs techniques puissent prendre leur place. Et là, je crois qu'on pourra aller vers un peu plus de transparence. Mais c'est l'œuvre de tous, en fait. C'est un effort collectif qui est nécessaire sur cette question. Sinon, on va continuer à être dans des accords opaques, comme je le disais. Voilà. Merci beaucoup, Aurélia. Je vais passer à Monsieur Belkadi, qui a la main levée. À vous. Oui, bonjour tout le monde. Je reviens sur ce qu'a dit Madame Aurélia. Combien même quand il y a des accords bien mis en place, bien signés, bien clairs, il y a toujours des difficultés. Je fais un peu allusion à certains accords de sécurité sociale et avec le temps, qui au départ marchaient bien, mais avec le temps, ça commence il y a des déperditions de droits en cours de route.
c'est-à-dire le pays d'accueil commence à imposer certaines conditions pour le bénéfice des droits, notamment la portabilité des droits, parce que, comme on a vu l'autre jour, les catégories de migrants, il y en a plusieurs. Il y en a qui ne vivront pas éternellement dans le pays d'accueil qui, après leur retraite, reviennent dans leur pays. Et donc là, ça pose problème parce que c'est les pays d'accueil, il y a une sorte de rapport de force entre les deux pays par rapport aux exigences. S'il y en a qui veulent carrément, je dirais, dénoncer certaines parties des accords et dire pour bénéficier des droits, il faut rester dans le pays d'accueil ou non, sinon on diminue les droits et tout. Donc ça, ce sont des points sur lesquels il faut rester vigilant. D'ailleurs, moi, quand j'ai parcouru le document qu'il y avait sur cette session-là, certes, c'est un très long document, mais quand j'ai vu l'historique un peu de la chose, c'est que l'évolution des droits des migrants a commencé petit à petit depuis, je dirais, même le 19e siècle, et avec une montée, mais ces dernières années, commence certaines dispersions. Mais ce n'est qu'à la fin vers 2017 ou 2016 que le système des Nations Unies a pris la chose dans sa globalité entre les droits humains et les droits de travail pour travailler ensemble entre l'OIT et les autres agences pour pouvoir attaquer cette problématique dans toutes ses dimensions. Et j'espère qu'on arrivera à quelque chose pour pouvoir endiguer ces déperditions. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Belkadi. I see colleagues that you were nodding, so I wonder if there are Merci beaucoup. Je vois que les collègues ont acquiescé. Donc, je ne sais pas si vous voulez revenir ou partager à ce sujet. Fabiola, would you like to react? No, I was just agreeing with the person. Non, j'étais juste tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Non, je suis absolument d'accord, Monsieur Belkadi, avec votre analyse. Je dirais que c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une phase de conception d'accords, de conventions bilatérales de sécurité sociale qui était plus sur des cycles migratoires longs, typiquement, où on pensait à des profils de travailleurs migrants qui allaient faire carrière dans un pays, et puis un jour, particulièrement le moment de la retraite venue, qui rentreraient au pays. Et c'est beaucoup avec ce schéma initial en tête que un certain nombre de conventions ont été développées et signées. Mais effectivement, le resserrement des possibilités d'entrée et progressivement l'insistance sur la migration circulaire, la migration temporaire, le caractère non permanent d'un certain nombre de pays historiques de destination, et souvent d'une manière assez contradictoire. On le montre très bien, je crois, dans l'ouvrage. C'est qu'à la fois, il y a un besoin qui est structurel et qui va aller croissant, qui est le besoin démographique, et en même temps, et donc il y a des accords qui sont renégociés à l'heure actuelle et dont les effectifs vont croissant. Mais du point de vue médiatique, en raison de l'influence des extrêmes droites, on est sur l'affirmation du caractère temporaire, de la saisonnalité, etc. Et de ce fait, il y a effectivement des reculs parfois. Alors, je ne veux pas en faire une généralité, mais des reculs ou bien il n'y a pas d'effort, d'investissement, d'adaptation des conventions bilatérales de sécurité sociale. Parce que quand on est dans des carrières très hachées de travailleurs ou de travailleuses saisonnières, avec des petites périodes de contribution qui vont être très difficiles à rassembler pour avoir des retraites pleines, etc., ce sont des problématiques qu'il faut prendre à bras-le-corps de manière spécifique. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce regain d'accords bilatéraux saisonniers qu'on a vu dans les années 2000, fin des années 2000, 2010 en Afrique du Nord, qu'on voit aussi s'accélérer un peu aujourd'hui, notamment Tunisie, Italie, etc. La dimension protection sociale et la dimension réinsertion professionnelle, ce sont des impensés pour l'instant. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais il y a de la bonne volonté, on va dire, sur la protection sociale, mais il y a encore beaucoup à faire.
et peut-être j'en reparlerai plus tard, je ne sais pas, Mickey, si on aura le temps finalement, mais dans l'ouvrage, en tout cas, il y a beaucoup de choses sur ça. Et sur le plan de la réinsertion socio-professionnelle durable, pour l'instant, c'est encore très, très expérimental. Donc, le changement de nature et la nouvelle, le nouvel accent mis sur la temporalité, sur le caractère saisonnier, etc., appelle aussi à rester vigilant, comme vous l'avez dit, en matière de protection, que ce soit sur la protection sociale ou sur la réinsertion. Thank you. I see, Monsieur Belkadi, you have raised your hand once again. Maybe just a quick Merci, reaction. merci, Monsieur Belkadi. Très, très 30 vite, hein, secondes. s'il vous plaît. Je voulais juste rejoindre ce qu'a dit Madame Segati, c'est que nous avons un très bel exemple qui est le projet Wafira au Maroc pour les femmes saisonnières, qui a, je pense, la réflexion a été très bien faite parce que c'est un projet qui parle de la réalisation, mais dans le projet, il y a eu, comment dire, une réflexion sur la protection sociale, la retraite et la couverture sociale, tout ça, conjointement entre l'Espagne et le Maroc pour pouvoir trouver des solutions pour ces femmes-là. Et donc, le BIT est dans le projet. Donc, je sais que c'est un petit projet, mais c'est un bon exemple. Voilà. Je vous remercie. Thank you, and thank you so much for bringing up Merci, merci d'avoir bien présenté l'exemple de ce projet. On va poster le lien vers ce projet sur eCampus. Donc, je vais reprendre les questions. Donc, on a bien sûr une question genre dans la migration de main-d'œuvre. Et donc, je vous demanderai s'il y a des réflexions que vous souhaiterez partager concernant, disons, la conception de programmes sur la migration temporaire dans certains domaines, par exemple l'agriculture ou bien dans les soins à la personne. Parce que ces programmes devraient avoir, disons, une vision et prendre en compte des caractéristiques de migrants spécifiques. Donc, vous avez la parole. I see you have, yes, I can fantastic. share one Oui, example Fabiola, so that allez-y. thank you, Mickey. Yes, I think Merci. all these debates that we've been having are not Donc, gender neutral. bien sûr, le débat sur la migration n'est pas neutre, ne peut pas arriver indépendamment du genre des migrants. Et tout cela devient central parce que dans certains domaines particuliers, la question de la féminisation est évidente. Donc, dans le contexte de migration temporaire de main-d'œuvre, nous avons vu des cas dans les soins à la personne, par exemple, qui demandent une spécificité pour donner des corridors spécifiques vers la citoyenneté. Au Canada, à travers Living Care Program, les travailleurs domestiques restent dans la famille de leur employeur, mais malheureusement, il y a eu des abus dans ce programme et on est allé vers des corridors spécifiques à la résidence et à la recherche d'ultérieurs emplois. Pour ne pas les faire rester coincés, entre guillemets, et je m'excuse du terme, dans cet emploi. Parce que le fait d'être coincé dans un emploi de ce type, normalement dans le cadre du travail domestique, est une question très
complexe parce que on a des permis de travail qui sont très limités. Donc, petit à petit, ces programmes ont visé à donner plus de liberté de mouvement aux employés et aux travailleurs. Et bien sûr, lorsqu'on regarde les nécessités des travailleurs, on regarde également d'autres secteurs pour mieux concevoir les programmes de migration temporaire. Donc, bien sûr, merci de l'exemple que vous avez apporté. Je ne sais pas Alors si déjà, ce que je voudrais les dire autres sur le projet panélistes Wafira, c'est que ont quelque chose à dire. je suis ravie que ça soit mentionné par un des participants. C'est un projet qui était conçu comme un pilote et donc où on a expérimenté beaucoup de choses, mais où vraiment l'objectif au départ était de répondre à cette absence de modèle de réinsertion socio-économique durable, qui évidemment implique toute la dimension de la protection sociale, beaucoup la dimension de la réinsertion par l'activité, les activités génératrices de revenus, l'initiation à l'entrepreneuriat, et aussi l'identification de modalités de financement de ce type de public. Et aussi qu'il fallait penser en adéquation avec la complexité du cycle migratoire de ces travailleuses saisonnières agricoles et avec la dimension particulière sensible au genre, puisque ce sont des femmes qui ont en fait, comme beaucoup de femmes, mais alors peut-être je dirais encore plus dans leur cas, de multiples journées de travail, parce que rendez-vous compte, elles sont non seulement mères de famille, mais en plus elles ont une activité migratoire une partie de l'année, elles entretiennent une activité génératrice de revenus dans la communauté d'origine. Et donc voilà, il y a une complexité en fait de leur parcours qui a dû être prise en considération. Aujourd'hui, l'enjeu pour Wafira, c'est la mise à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on veut essayer de mettre en place, évidemment, aux côtés de l'ANAPEC, le service public de l'emploi marocain, un système, un mécanisme qui permette de s'adresser à un nombre bien plus élevé des femmes qui participent au schéma de mobilité vers l'Espagne et sur l'ensemble du territoire marocain. Et donc ça va être un excellent test à la fois de renforcement institutionnel et puis on va voir d'opérationnalisation de cette mise à l'échelle nationale. On essaye d'aller au-delà pour répondre à la question de Mitki, c'est-à-dire au niveau du Maroc, on va essayer l'élargissement aux autres populations de travailleurs migrants agricoles saisonniers, notamment les hommes qui partent vers la France. Mais on aimerait bien réfléchir de façon plus large et on a initié en interne pour l'instant à l'OIT, mais on espère qu'on pourra partager bientôt de façon plus large, une réflexion sur les différents modèles de réinsertion et d'accompagnement du travail temporaire, du travail saisonnier. On a expérimenté beaucoup de choses en Asie, on a expérimenté pas mal de choses en Afrique de l'Est et dans la Corne, en Afrique du Nord également. Donc on va essayer, et aussi sur la façade américaine, donc on va essayer de mettre en commun nos expériences sur ces modèles de réinsertion durable ou d'accompagnement dans le cas donc du travail saisonnier. Et donc ça, c'est une chose, j'espère, qui aura un intérêt, mais vraiment en se fondant sur des modalités pratiques, opérationnelles d'intervention qui ont fonctionné dans un certain nombre d'endroits. Voilà. Thank you so much, Aurelia. We have our Merci, colleague merci Aurélia. Nous avons notre ami Shamir qui parle de l'importance du focus sur le genre. Je vous rappelle que, comme Fabiola l'a dit au début de la session, concernant la migration temporaire, nous avons aussi
ce rapport disponible sur le e-campus en anglais et si je ne m'abuse, il y a une synthèse en français pour les participants francophones. En tout cas, si quelqu'un des participants francophones sont intéressés à certains chapitres spécifiques, s'il vous plaît, écrivez-nous et nous chercherons à vous fournir une traduction, disons, visée à des buts de formation. Donc, nous sommes presque à la fin de notre session. Donc, je vous demanderai à nos panélistes s'ils souhaitent prendre la parole pour partager des remarques finales ou bien pour clôturer la session. Oui, oui, très vite concernant la question de genre. Donc, lorsqu'on parle des pays arabes, bien sûr, genre est une question clé. Je parle dans certains secteurs de l'économie qui sont plutôt féminisés à 100%, par exemple les travailleurs domestiques et les travailleurs de soins à la personne. Et dans certains pays comme en Jordanie, la majorité des travailleurs migrants dans le secteur textile, c'est des filles et des femmes qui proviennent des pays asiatiques. Mais il y a un point intéressant parce qu'il y a des différences parce que en Arabie Saoudite, par exemple, les travailleurs domestiques sont 100% des hommes. Je ne parle pas de travailleurs domestiques en tant que tels, mais peut-être des chauffeurs, des personnes qui soignent le jardin, ainsi de suite. Donc, le genre est un point à prendre en compte lorsqu'on parle de migration de main-d'œuvre fragile. Donc, il y a des programmes concernant l'Afrique du Nord et les pays arabes. Un autre programme qui vise à étendre la protection sociale aux travailleurs migrants dans les pays du Golfe qui se concentre sur ce type de domaine et ensuite d'autres programmes concernant plutôt les migrants venant des pays asiatiques qui cherchent à transformer la structure de genre des travailleurs migrants. Lorsqu'on parle, pas seulement, mais en particulier des femmes migrantes dans la région du Golfe, bien sûr, il faut défier ces normes de genre et ces, disons, ces équilibres de pouvoir. Disons, les défis que cela pose spécialement dans la région. Et donc, il faut rentrer vraiment dans le cœur de la question, encore plus si on parle de migration temporelle. Il faudrait se poser des questions. Pourquoi des femmes de certains pays africains qui sont compétentes vont migrer dans le pays du Golfe pour devenir des travailleuses domestiques. Donc, c'est vraiment une situation où elles vont diminuer leur statut de compétence. Donc, l'agenda de discussion sur la région devrait rentrer plus dans le cœur de cette question de genre et j'espère que tout cela pourra, disons, stimuler d'ultérieures réflexions de la part des participants. Merci, merci, Richard. On va trouver le lien sur le programme Ferry sur eCampus et le directeur, le responsable, Luca Pederano, sera avec nous dans la phase
résidentielle de l'académie et il va parler également de l'expérience avec les réfugiés dans la région. Merci Richard de l'avoir mentionné. Merci donc aux trois panélistes, Fabiola, Aurélia et Richard, de leur participation qui nous a permis de toucher, disons, au moins la surface de cet argument si complexe et si stratifié. Donc, vous allez retrouver demain les quiz de la semaine sur le campus e-campus. S'il vous plaît, rappelez-vous qu'il s'agit d'activités obligatoire pour recevoir vos certificats. Il n'y a pas disons, échéances strictes. Vous pouvez le faire lorsque vous êtes libre, mais ça serait bien sûr plus facile pour vous de le faire maintenant que vous avez les idées plus claires sur l'activité. Si jamais vous avez des problèmes ou des soucis dans l'utilisation de la plateforme, revenez sur nous parce que c'est notre intérêt de vous faire travailler en pleine fluidité. La semaine prochaine, on va parler de la numérisation dans le monde du travail. Donc, on va regarder quelles sont les tendances nouvelles et futures des innovations qui vont toucher le domaine des travailleurs migrants. Ceci dit, je vous remercie beaucoup de la participation. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se revoit mardi. Bye-bye, everyone. Merci à vous tous. Au revoir. Thank you. Bye, everyone. Merci, au revoir.